J'ai choisi de démarrer cette conférence avec le témoignage d'un deputy manager de chez IKEA qui est venu il y a 2 ans pour une journée d'IKEA Coaching dont le thème était le leadership. Et pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, cette phrase dit: la raison pour laquelle nous avons 2 oreilles et une bouche, c'est parce que nous devons écouter plus, écouter autant que nous parlons plus qu'en tant que leader. Et voilà, je m'appelle Florentine Ventil, je pratique l'Equicoaching de manière professionnelle depuis 2008. En 2011, j'ai formé une école pour offrir une structure et une méthodologie aux personnes qui voulaient devenir Equicoach. Et je fais un retour en arrière. En 2003, j'ai fait l'acquisition de mon premier cheval et je n'avais pas eu de chevaux auparavant, donc qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Il fallait que j'apprenne. Et donc j'ai pris ce qu'on m'offrait comme enseignement et tout ce que j'ai trouvé comme réponse, c'était quelque chose qui était de l'ordre de la domination. Et en fait, on m'enseignait quelque part, on me forçait quelque part à dire: c'est toi le patron, c'est toi le boss, il faut que tu t'imposes. Et au plus j'essayais de faire ça, au moins ça allait bien. Mon cheval était un ancien réformé de course, mais vraiment extrêmement puissant. Et donc on rajoutait chaque fois des éperons, une cravache, un mors de plus en plus puissant. Un mors où finalement l'idée c'était d'arrêter le cheval par la douleur, parce qu'il m'a quand même embarqué dans la forêt de Grunwald et j'ai eu très très peur. Et en fait, ça ne m'allait pas de m'imposer comme ça en tant que boss, et je me suis posé la question, au fond, pourquoi les seuls enseignements qu'on me propose, c'est au travers de le fait de m'imposer et de la domination. Et en fait, parce que j'aime bien comprendre la logique cachée derrière les choses, je me suis dit, mais on est habitué depuis toujours à la domination. Petit, on nous apprend à obéir et c'est normal. Il faut un cadre, il faut des règles, il faut des lois. La seule chose, c'est que ça se complique quelquefois quand, c'est bien sûr, il faut être 2 pour qu'il y ait un leadership qui s'installe. Sinon, on a un petit problème. Et là, moi, j'avais un petit problème avec mon cheval parce que je n'avais pas confiance en lui et il n'avait pas confiance en moi. Et donc, quelle est la particularité d'un leader? Quelle est sa caractéristique, en fait? C'est de faire bouger. Et faire bouger, ça se fait de plusieurs manières différentes, en suscitant l'adhésion, et ça peut se faire soit par l'intérêt et la curiosité, soit par l'exemple. Je te montre quelque chose et tu me suis, et on va faire la même chose ensemble, soit en faisant commerce. Et quand je dis en faisant commerce, ça veut dire j'ai quelque chose que vous n'avez pas, et si vous voulez l'acquérir, eh bien vous devez me donner quelque chose en échange. Et il y a également de pouvoir s'imposer par la peur et la menace. Ce qui était en fait quelque part, ce qui se passait avec mon cheval, c'était augmenter les moyens de coercition pour lui faire peur, le maintenir et surtout lui faire mal. Et en fait, dans ces différentes demandes, je ne m'adresse pas particulièrement à la peur et la menace ici, dans ces différentes demandes, on se rend compte quel est notre degré de charisme et surtout quelle est l'importance de la manière dont on demande les choses. Et surtout, la réponse du non-verbal. En fait, on oublie très facilement que de l'autre côté, l'autre a toujours le choix. Et c'est effectivement ça ce qui se passait avec mon cheval. Il avait toujours le choix, en tout cas le choix de la puissance par rapport à moi. Je n'ai pas des gros biscottos. Et lui, il était quand même extrêmement puissant. Et en fait, je voudrais vous faire part d'un témoignage vécu en entreprise d'une jeune femme qui vient. Et donc la demande qui lui était faite, c'était de faire bouger le cheval, mais sans aucun moyen de coercition, de l'emmener avec elle, peu importe la direction, elle pouvait la choisir. Et elle est là, elle demande, et le cheval, les pieds, mais vraiment
bétonnée dans le sol. Et je vais près d'elle et je lui demande ce qui se passe. Elle me dit, mais au plus je demande, là je commence à être un petit peu frustrée parce qu'au plus je demande, il n'y a aucun résultat. Je dis, ok, on va oublier le cheval. Pensez que vous avez en face de vous votre fils de 4-5 ans, il est 9h30 du soir, il est devant la télévision, vous lui avez dit déjà plusieurs fois d'aller se coucher et il n'y a rien qui se passe. Et à ce moment-là, elle implose littéralement en sanglots, elle me dit, je ne peux pas, je ne peux pas. Ok, on va un petit peu à l'écart, je dis, vous ne pouvez pas quoi? Je ne peux pas me mettre en colère devant mes collaborateurs. Ok, quand on est dans une résistance interne, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Parce que justement, le suiveur, il va répondre à la demande par intérêt et la curiosité. Donc, ce que tu me proposes me donne envie de te suivre. Par un besoin de sécurité, et quand je parle d'un besoin de sécurité, ça peut être aussi, si on transpose ça dans le monde de l'entreprise, ça peut être un contrat. Un contrat, j'ai besoin de ce contrat pour avoir un toit sur ma tête, pour mettre ma famille à l'abri, pour les nourrir. Et puis ça peut être simplement un mélange des deux. Ça peut être de l'intérêt, de la curiosité et par besoin de sécurité. Les chevaux, c'est exactement la même chose. Ils ont besoin de se sentir en sécurité, mais ils ont besoin aussi qu'on leur propose quelque chose qui éveille leur curiosité. Si plus on fait la même chose, le même résultat est là, il faut vraiment, et ça se passe dans l'instant, pouvoir changer quelque chose. Alors, un leader, il va guider, il va emmener, et il y a le suiveur qui suit. Mais à l'intersection des deux, il y a cet accord où chacun est d'accord de suivre l'autre. Et comment pouvoir préserver cet accord? Eh bien, il y a, n'oubliez pas qu'il a toujours le choix, le suiveur, il y a la notion de confort. Quand je parle de notion de confort, il y a aussi cette notion d'amitié, cette notion de je me sens reconnu, je me sens valorisé, j'ai ma place. Ça, c'est une notion de confort. Il y a la notion de sécurité, effectivement, le leader, il va me faire bouger, mais est-ce qu'il va me maintenir en sécurité dans les risques qu'il prend? J'ai besoin de savoir ça. Et puis, là, il reste cette notion de curiosité. Un autre exemple que je peux vous donner, dans ce même type d'activité où il fallait faire bouger le cheval en liberté, c'est une personne qui était venue le matin, en fait, on lui a changé de cheval, et quand il avait vu le cheval arriver, il a eu un réflexe de peur, parce que ce cheval est très grand, et quand il a fait son parcours, le cheval était un peu pushy, un peu rentré dedans. Et à la fin, au débriefing, il a dit, en fait, je me suis sentie extrêmement vulnérable. Mais par rapport à mes équipes, je peux me retrouver dans des situations de ce genre, où je me trouve avec une équipe qui est un peu rentre dedans, et je me sens vulnérable, et parfois même, je suis dans des zones d'inconfort et de peur. Et donc l'après-midi, il retrouve ce même cheval, et voilà, la même chose. Demander de bouger le cheval, et le cheval bouge pas, le pied est bétonné dans le sol, et je vais le voir, je dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit mais ce matin en fait j'avais peur de lui, mais là plus du tout, je suis même plutôt contente de le retrouver, mais voilà, je lui demande et il n'y a rien qui se passe. Mais je dis qu'est-ce que vous ressentez là juste maintenant? Il me dit mais je suis déçue, en fait je suis triste. Au moment où il dit je suis triste, il y a mon cheval qui fait ce fameux de relâchement, et je lui dis mais allez-y, emmenez-le maintenant, et il est parti et il fait un grand tour dans la plus totale euphorie, et puis il fait un deuxième tour dans la plus totale euphorie, il fait un troisième tour, et là on se dit mais jusqu'où est-ce qu'ils vont aller, et puis il fait un quatrième, pas du tout, le quatrième tour il n'a pas pu le faire, et il a continué à marcher tout seul. Mon cheval l'a regardé en disant well, so what, et le gars a explosé de rire en disant ça c'est tout à fait moi. Quand je me rends compte que mes équipes fonctionnent et me suivent, je demande plus, et je demande plus, et je demande plus, et à un moment donné, je suis tout seul. Donc, de pouvoir préserver la notion de confort, de sécurité, de curiosité,
ça fait partie de ces notions de leadership. Et ça fait partie non seulement des notions de leadership, mais aussi de faire bouger, ça implique une notion d'apprentissage. Et en fait, je vais vous faire un tout petit schéma. Je ne vais pas faire longtemps pour ne pas m'éloigner du micro. Le premier cercle, c'est cette fameuse zone de confort. Il ne faut pas être coach pour savoir ce que c'est que la zone de confort. On vous en parle tout le temps et on vous invite à la dépasser. Et en fait, quand on sort de la zone de confort, le leader, ce qu'il doit faire, c'est d'inviter par la découverte. Et il faut que ce temps soit très court pour ne pas faire basculer la personne dans le stress. La personne ou l'animal ou l'apprenant, peu importe, dans le stress. Et puis revenir vers la zone de confort. Et de nouveau réemmener vers cette découverte. La deuxième fois, c'est déjà plus une découverte. Il y a déjà quelque chose, il y a un intérêt, on sait ce qu'on va rencontrer. Et donc ce temps peut un petit peu se rallonger et revenir dans la zone de confort. Et le temps va devenir de plus en plus long dans cette zone d'apprentissage jusqu'à ce qu'à un moment donné, cette zone de confort s'agrandisse et où on arrive à la maîtrise. Quand on est dans la maîtrise, on est dans la zone de confort et du coup, on peut confier une autre direction, on peut apporter autre chose. Et tout ça peut se faire que si le leader tient compte des signaux de stress. Parce que qu'est-ce qui se passe quand les autres vont être en stress? Eh bien, il va y avoir soit un regroupement des personnes pour essayer d'avoir plus chaud et se sentir plus fort ensemble. On voit ça un petit peu partout. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, contre ce qui se produit. Soit il peut rencontrer la fuite, donc les équipes où l'apprenant s'en va, il n'est plus là, et s'en aller, ça peut être simplement s'en aller dans sa tête. Soit rencontrer une vraie résistance, comme de la colère ou de la frustration, ou rencontrer de la paralysie comme les burn-out. Et donc de pouvoir identifier où se trouve chaque personne. Les chevaux, c'est exactement la même chose, ils apprennent exactement de la même manière, de pouvoir identifier quelles sont leurs zones de stress et pouvoir les ramener dans du confort, c'est une compétence réelle de leadership. Alors tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est vraiment quelque chose auquel je m'attache et qui est pour moi vraiment important, c'est que les chevaux doivent être libres. Un cheval sait très bien que s'il a un licol ou une corde, il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir exprimer la même chose que s'il est en liberté. C'est un peu la même chose en entreprise avec les contrats. Les contrats, ils sont faits aussi pour cadrer. Mais, rappelez-vous, le suiveur a toujours le choix. Et donc, pour préserver l'accord dans la fluidité des demandes, c'est assez important de pouvoir identifier quelles sont les 3 manières de demander. La première manière de demander, c'est la domination. La domination, le leader est prêt à tout pour obtenir une réponse oui. Quelle que soit la question, il veut une réponse oui. Il y a l'assertivité où le leader va proposer quelque chose, il va poser une question. S'il essuie un non, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquence à ça. Il va redemander autrement, à un autre moment, avec bien évidemment l'espoir d'obtenir un oui. Et puis, il y a la passivité qui est de prendre des décisions pour soi, de montrer l'exemple. Si on ne suit pas, c'est pas grave, on continue à faire jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'intérêt se manifeste. Je reprends les 3 exemples. Dans la domination, en fait, la domination, ça va priver de la lecture des signaux faibles et de la disponibilité de la personne. Il y a un focus qui est en avant, on ne regarde absolument pas ce qui se passe sur les côtés. Ça prive de tout ce qui peut créer la confiance et la complicité.
ça provient très souvent de notre propre frustration quand on utilise la domination. Il va y avoir un risque de rupture dans la relation si l'inconfort est prolongé trop longtemps. L'information vient d'une seule personne, c'est le leader qui décide, le suiveur, il n'a juste pas un mot à dire. Et en fait, la domination ne devrait être utilisée qu'en cas de sécurité absolue. La sécurité, là, il n'y a pas de question, il faut y aller et c'est comme ça. Et du coup, pourquoi faut-il créer une relation? C'est qu'il faut cette confiance que la personne, en cas de sécurité, eh bien, elle suive, mais sans un mot. Le résultat de l'urgence, très souvent aussi, il faut aller vite. Et du coup, quand il faut aller vite, eh bien, les injonctions sont rapides, l'énergie est très forte, et on est dans la domination. On ne discute pas, tu le fais. L'assertivité, ça permet de pouvoir préserver la relation. Un dialogue est possible entre les deux. Il y a une écoute de la disponibilité de l'autre et ça laisse une zone de confort qui est suffisamment positive pour pouvoir transmettre l'information. Quand on est en stress, transmettre une information, elle passe juste pas. Ça permet d'ajuster la demande et la conscience, ça permet d'adapter l'énergie avec laquelle on demande les choses. La passivité, c'est prendre des décisions pour soi en restant à l'écoute de l'autre. C'est montrer l'exemple, comme je vous l'ai dit. C'est laisser le choix à l'autre d'adhérer ou pas. Et ça va créer une confiance mutuelle par un feedback constant. Et là, ça va demander de la patience. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à quelqu'un qui est venu me rendre visite. Du slow leadership, j'appelle ça. Parce que ça demande du temps. Et l'énergie doit être consistante et cohérente. En conclusion, il n'y a pas de bon ou de mauvais leader. C'est ce que vous activez, c'est quand vous l'activez, comment vous l'activez et pourquoi vous l'activez. C'est vraiment ces 4 points-là qui sont essentiels. Et le feedback, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir ajuster sur les 3 types de communication, la dominance, l'assertivité ou la passivité, de pouvoir ajuster à l'autre et pouvoir préserver cette fameuse petite lune, petite zone d'accord et de fluidité qui permet de garder les suiveurs. Et donc ça vous permet aussi de savoir quelle est l'option que vous avez mis en place. Et donc j'ai commencé cette conférence avec cette citation, et la raison pour laquelle je l'ai choisie, elle est tout à fait évidente. C'est-à-dire que si vous êtes plus à parler et moins à écouter, votre leadership, il est forcément dans la domination. Le retour de l'autre est quelque chose d'absolument capital. Et je vais vous donner un dernier témoignage avec un manager de la Commission européenne qui était venu. J'étais aussi à peu près 1 an ou 2. Et je donne en fait des questionnaires avant que les personnes viennent dans les journées d'équicoaching pour savoir quelles sont leurs connaissances du cheval. Parce qu'ici, ils ont vécu un traumatisme et qu'ils ne m'en parlent pas, ça risque de tout d'un coup exploser en présence du cheval. Et j'ai besoin aussi de connaître leur connaissance du cheval. Même si on ne monte pas à cheval, tout se passe au sol. Et là, dans le questionnaire en retour, je reçois un gars qui dit « Je viens parce que je suis les autres, mais je n'ai pas particulièrement envie d'être là. » En fait, quand j'avais 12 ans, j'ai eu un accident avec un très grand cheval. Pas de problème. J'ai écouté. Tout ce que moi je vous demande, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe, d'éventuellement soutenir vos collègues dans les différentes activités, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'aller dans la carrière, de rester de l'autre côté, bien en sécurité. Et on commence la journée et je vois mon gars qui s'appuie sur la barrière et qui commence à regarder, appuyer d'un pied sur l'autre. Et je sens que voilà, ça commence à me démanger et je lui demande,
Je lui dis, vous avez envie d'essayer? Il me dit oui. Oui, je veux bien, mais de loin, je ne m'implique pas tout à fait. Je dis, ok, il se met dans la piste. Et c'était une activité où il fallait conduire le cheval sur un parcours avec un autre collègue. Et il est là, il est en train de guider, et c'est extrêmement compliqué. Le cheval fait absolument pas ce qu'il demande. Il essaye de trouver ses mots, enfin, peu importe. Ça se termine par une grande partie de rigolade. Et dans le debrief, il dit effectivement, se baser uniquement sur une communication verbale, c'est extrêmement compliqué, ça va vite pour donner des indications, on s'énerve, on voit que l'autre ne fait pas, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Bon, en même temps, il est allemand, la journée se passe à moitié en anglais, à moitié en français, donc pour donner des instructions, même si c'est son quotidien, c'est quand même relativement handicapant. Et l'après-midi, même chose, faire déplacer le cheval sur un parcours qu'il a décidé. Et là, je lui ai dit, est-ce que vous avez envie d'essayer? Il m'a fait oui. Je dis, mais vous êtes tout seul. Enfin, moi, je viendrai à côté de vous dans la piste, mais vous êtes tout seul avec le cheval. Il me dit, oui, j'y vais. D'ailleurs, c'est un cheval grand comme celui-là qui m'a provoqué mon accident il y a 12 ans. Mais je me sens en confiance, je vais le faire. Ça a été, j'ai la chair de poule quand je vous en parle, ça a été le plus beau parcours que j'ai jamais vu. Une écoute de l'autre, une disponibilité à l'autre, un rythme juste, ni l'un ni l'autre n'allait plus vite. Il a mis les larmes aux yeux de ses collègues qui étaient au courant de ce qui s'était passé pour lui. Et c'est ça, c'est être dans l'écoute, c'est moins parler et c'est attendre la disponibilité de l'autre pour pouvoir engager une demande. Voilà, c'était le mot de la fin, je vais dire, mais je suis à votre entière disposition pour toutes les questions que vous auriez éventuellement à poser.